Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce 24e numéro du Weekly Market Fundamental Analysis. Ici, François Abi, donc, pour assurer donc, le service de cette rubrique financière, maintenant, qui vous est proposée depuis maintenant le début de l'année de janvier, chaque mardi, comme convenu. Je suis très heureux de donc, présenter cette émission et d'entendre aussi les nombreux retours que je reçois à travers donc, vos commentaires et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ces émissions vous trouvez de l'intérêt et que disons, ça a une utilité dans votre activité de trading. Donc, ces émissions, en fait, sont dans le but, justement, de décrypter l'actualité macroéconomique, de vous présenter les informations qui sont, disons, plus ou moins fiables et, disons, utiles pour votre activité afin de bénéficier de plusieurs opportunités sur les marchés financiers. Donc, pour ceux qui viennent de découvrir encore, mon nom c'est François Ablé, je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le JSTA, donc Global Street Trader Academy, que vous pouvez retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux à travers Facebook, donc la page à laquelle vous vous trouvez, sur aussi la chaîne YouTube, également Google+, Pinterest, Twitter et consorts, voilà. Donc je salue au passage tous mes amis et tous ceux qui m'envoient des messages et qui me félicitent justement pour le cadre de ces émissions-là. Voilà. Alors sans plus trop tarder, on va passer bien sûr pour à l'avertissement lié au risque que vous connaissez maintenant, je crois, tous par cœur. Donc en gros, c'est de ne pas faire n'importe quoi sur les marchés financiers. Cette émission n'est pas dans un but éducatif et informatif, bien sûr. Elle n'est pas plutôt dans un but incitatif pour amener les gens à investir sur les marchés et de faire n'importe quoi. C'est plutôt dans un but éducatif et informatif, autant pour moi. Et puis aussi, si vous avez des questions concernant vos finances personnelles, veuillez vous adresser à votre conseiller. Et aussi sur des questions au niveau des stratégies et des méthodes pour transiger sur les marchés financiers, je vous bien sûr recommande de venir vers nous pour qu'on puisse regarder ça ensemble et également vous abonner aux différentes chaînes, donc à la page Facebook, à la chaîne YouTube et à tous les réseaux sociaux qui sont avec, bien sûr, qui travaillent avec le GSTA. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Le reste, sinon, vous l'avez devant vos yeux. Alors, Weekly Market Fundamental Analysis, la dernière émission du mois, donc qui prend en compte le 31, du 31 juillet aujourd'hui au 4 août, donc à la fin de la semaine, 24e numéro. Alors aujourd'hui, pour cette émission, ben, elle ne va pas être longue. Je vais plutôt d'abord présenter l'actualité, disons le calendrier des marchés qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de, disons il y a beaucoup de nouvelles attendues sur les marchés financiers. Donc nous avons bien sûr le NFP, qui est la nouvelle la plus importante, je crois, de cette semaine, qui est attendue vendredi. On a aussi la Fed, je crois, demain. La Fed qui va se prononcer, bien sûr, sur l'élaboration de sa politique monétaire, qu'on appelle le rendez-vous de la Fed, les Fed Minutes. Et il ne devrait pas avoir grand changement parce que vous savez que statistiquement, lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt, il faut que ça soit au moins de 0,25 basis points, donc BP, c'est-à-dire 0,25 points de base. Et le changement qui est attendu, c'est, je crois, à 1,87%, donc une baisse de, disons, 0,13%, puisque actuellement nous sommes à 2% de taux d'intérêt, d'accord? Donc, il ne devrait pas avoir grand changement, à moins que on ait une surprise, et là, que cela puisse impacter les marchés financiers, d'accord? Au niveau, disons, de l'inflation, on a plutôt l'inflation PCE, donc le Personal Consumer Index, non, Personal Consumer Expenditure, pardon, donc qui est en fait une composante, un composite du CPI, Consumer Price Index, voilà. Donc en fait, c'est le rythme des dépenses des ménages, d'accord? Vous avez le PCE et également le PCE Core, donc c'est-à-dire quand on fait agir l'inflation et on extrait justement tous les items qui composent cet indicateur à travers, dans sa partie des éléments volatiles, d'accord? On le fait varier et on peut voir bien sûr quel est l'impact réel sur le panier des ménages et le panier de consommation des ménages, d'accord? Et cet indicateur-là est très suivi justement dans l'élaboration de la politique monétaire de la Fed, comprenez? Parce que ces derniers temps, on sait que la Fed est rentrée officiellement dans une politique monétaire restrictive de court terme, d'accord?
Et donc, à ce sujet-là, elle doit donc scruter ça à la loupe pour pouvoir, bien sûr, publier son chiffre en conséquence. Donc ça sera bien sûr, comme vous le voyez devant vous, le PCE, ça sera, laissez-moi voir, ça sera, euh, ça sera aujourd'hui. Voilà, il est ici. Ça sera aujourd'hui. Donc on aura le PCE. Et puis l'indicateur de qu'on appelle le Conference Board Consumer Confidence, donc c'est l'indice de sentiment des consommateurs de l'université de Chicago, voilà, qui va apparaître aussi en même temps que le Chicago Business Survey, le PMI, le PMI, le chiffre des manufactures, d'accord, le Purchasing Manager Index, d'accord, donc c'est comme un consensus des gérants de différents détaillants qui publient donc l'impact que la politique économique et le sentiment économique que ça a sur leur pouvoir d'achat, d'accord? Ça, c'est l'Université de Michigan qui a mis en place cet indicateur qui existe depuis maintenant, je crois, presque 40 ans. Et il est très, très, très suivi. Et voilà, en gros, c'est ça. Alors, donc, au-delà de ça, vous avez aussi l'ADP, donc l'ADP qui est le rapport d'emploi, le rapport national d'emploi, mais du côté privé, qui compte à peu près, je crois, environ 28% ou 29% qui compte, bon, disons 30% dans les chiffres du NFP qui vont paraître vendredi. Il sort toujours avant le NFP, donc il sort le jeudi le plus souvent, puisque le NFP sort vendredi. Donc, il y a beaucoup de nouvelles macroéconomiques importantes pour cette semaine. Mais au-delà au-delà des chiffres macroéconomiques importants de cette semaine, il faut dire que l'actualité fondamentale actuellement sur les marchés financiers, il n'y a pas beaucoup de nouvelles fondamentales. Il y a plutôt quelques petits événements qui se passent rapidement, mais sans plus, vous comprenez. Et le biais les différents biais qu'on avait auparavant, avant de poursuivre, donc d'être dans l'évolution de la semaine, persistent toujours, notamment au niveau de l'Europe. Donc au niveau de l'Europe, on a toujours un biais baissier sur les indices en Europe, parce que Mario Draghi, un biais baissier du point de vue fondamental, et au niveau donc de la politique monétaire de la zone euro, bien sûr, on a Draghi, le président Mario Draghi, qui continue toujours à, démontrer ou à justifier que l'Europe a besoin d'être sous perfusion monétaire, donc programme de rachat d'actifs, alors qu'il lui reste un seul mandat avant de partir. Et il est en retard dans son ajustement, bien sûr, de sa politique monétaire. Mais il continue, il persiste. Et ça met bien sûr en inquiétude les marchés parce que les investisseurs et les consommateurs voient ce qui se passe du côté des autres, donc des autres espaces, donc espace monétaire japonais, américain, et c'est l'Europe et le Japon, d'accord? Donc la zone euro et la zone monétaire japonaise qui sont toujours dans cette politique de cette politique ultra accommodante, d'accord? Et ça fait que il commence à avoir ça commence à susciter des questions, des inquiétudes, d'accord? Sachant qu'on parle bien sûr d'un possible réchauffement global des indices majeurs, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique et même disons au Japon. Parce que vous avez vu, vous souvenez, il y a de cela à peu près 4 à 6 mois déjà, il y avait déjà certains gérants de fonds, c'était un gros fonds qui faisait déjà des communications intensives sur le fait qu'ils allaient bien sûr passer short sur les indices européens, notamment le DAX, le CAC 40 et tout ça. Donc ça mettait donc déjà la pression sur les indices. Aussi, on a également l'aspect de la géopolitique, donc l'aspect commercial, avec la Chine qui est en train de chercher à diversifier ses partenaires, qui va voir du côté de la Grande-Bretagne, qui s'en va voir du côté, bien sûr, des autres, au-delà des États-Unis, de l'Allemagne et tout ça. Donc, le biais causé par la guerre commerciale est toujours encore d'actualité, d'accord? Et ça met aussi une pression sur le moral des investisseurs qui sont plus ou moins baissiers, même si techniquement on peut avoir souvent des rebonds
quand même intéressant sur les indices, mais de façon globale, on est toujours encore, on est des sentiments baissés sur les indices, à cause bien sûr de Draghi, et puis aussi au fait que au niveau politique, c'est plus ou moins disons, c'est stable, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de particulier. Même si récemment, on a eu un accord de principe entre le président de la Commission européenne, qui est Jean-Claude Juncker, et puis Mario Draghi, au niveau disons, des représailles commerciales potentielles qui allaient se passer entre l'Union européenne, donc par dériver l'Allemagne et les États-Unis. Même si cet accord est arrivé sur la table, je peux dire que ça n'a pas eu vraiment l'effet escompté sur les marchés, parce que tout le monde est craintif, d'accord? Puisque plusieurs économies ont convaincu l'actualité, ont convaincu la sphère financière que ce bras de fer commercial qui existe entre le trident États-Unis, Chine et Allemagne risque de provoquer, voilà, cette supposée récession cette spectre de récession qui plane depuis de nombreux mois sur les marchés financiers mondiaux, d'accord? Donc, au fait d'imposer des tarifs, d'imposer des sanctions, vous savez que quand on impose des tarifs ou des sanctions, dépendamment de comment est-ce que l'aspect, disons, importation-exportation compte dans votre PIB, ce sont des pertes donc, sur le PIB. Et au niveau des États-Unis, on estime des pertes de 2,7 à 4,3% par mois, d'accord? Non, pardon, pas par mois, par trimestre, d'accord? Si on est vraiment passé dans un stade de représailles commerciales entre les États-Unis et ces différents espaces économiques, d'accord? Donc c'est beaucoup. Et on a vu récemment aussi que le marché s'est un peu déçu, disons, des publications qui ont été faites sur la croissance économique américaine, parce que tout le monde s'attendait bien sûr à un chiffre extraordinaire à cause de bien sûr du fait que vous savez que le président américain avait bien sûr vanté son programme où il avait parlé de stimulus fiscal. Donc le marché avait très bien reçu cette annonce. C'est ça qui a fait justement progresser le Dow Jones jusqu'à pratiquement on a touché la barre des 27 000. Tout le monde parlait même de 30 000, d'accord? Certains même lui attribuent au fait aussi qu'il a baissé le taux de chômage parce qu'il a contribué, parce que le fait de couper, bien sûr, d'alléger la fiscalité, ça permet aux entreprises, bien sûr, de produire plus, d'embaucher, et donc ça diminue le taux de chômage, d'accord? Donc c'était une nouvelle qui était très attendue, et on voit aussi que ce programme aussi est extrêmement coûteux, d'accord? Donc les gens commencent à se poser des questions pour voir est-ce que ça va se tenir sur le long terme. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de shutdowns dû au financement, bien sûr, des activités fédérales des entreprises et tout ça. Et par ailleurs, le président américain aussi qui a réitéré aussi également encore vous savez que M. le président américain Donald Trump fait souvent du chantage, d'accord? Chantage politique, bien sûr, ça c'est courant. Et il a menacé les démocrates en disant que si vous n'acceptez pas ma politique, non seulement la politique fiscale, et également la politique de séparation, la politique d'immigration, où il parle de mettre des barrières ou des murs au niveau des frontières, et il ne veut pas, il a qualifié, il dit l'immigration, nous ne voulons pas de bandits, de violeurs, de drogués, nous voulons une immigration qualitative, et donc il faut mettre fin à ce système de loterie, puis de parrainage et tout ça, bon, en tout cas plein de trucs qui n'ont pas fait plaisir au marché. Donc il a menacé d'encore d'un autre possible shutdown, donc c'est une façon de parler bien sûr, et les indices majeurs, en absorbant cette nouvelle, avec également les nouvelles de la croissance économique qui sont sorties, qui n'étaient pas au beau fixe, pas qui n'étaient pas au beau fixe, mais qui n'étaient pas, en fait, qui n'ont pas rencontré les attentes, puisque les attentes étaient très élevées. Et ça aussi, c'est un signe, c'est un des signes, justement, majeurs dans l'élaboration, disons, des mouvements correctifs à venir, parce que quand on arrive dans des phases de marché où le marché s'attend trop, c'est-à-dire que les attentes des résultats des entreprises, des publications d'entreprises sont trop élevées, beaucoup trop élevées par rapport à, c'est-à-dire tout ce qui est potentiel est trop surestimé par rapport à tout ce qui est réel. Donc, ça crée donc un déséquilibre sur ce qu'on appelle dans l'élaboration des calculs
du PIB potentiel ou du PIB productif à l'intérieur de chaque entreprise. Donc, ça peut se refléter même sur les agrégats macroéconomiques, d'accord? Et ça, c'est bien sûr quand on est dans une économie hyper productive où on est dans des phases de surconsommation, il peut y avoir bien sûr des dégraissages inattendus, d'accord? Et voilà pourquoi la plupart des banquiers centraux, la plupart des grandes banques, notamment JP Morgan, Morgan Stanley et tout ça, estiment qu'on est peut-être dans la phase d'un nouveau début correctif, d'accord? Vous avez vu récemment, le Nasdaq a perdu près de, disons, 300 points, 250 points à peu près. Le Dow Jones également 250 points. Vous comprenez, il y a une correction majeure qui s'est passée. Et aussi le S&P aussi qui a perdu à peu près 50 points, d'accord? Donc ça, c'est peut-être, on a atteint des plus hauts. Les gens commencent à voir qu'il faut faire attention. Ils commencent à prendre les bénéfices. Donc il y a comme un reflux du marché. Donc on sort du marché des flux d'investissement. Et après ça, on va voir ce qui va se passer si ces mouvements-là vont continuer. Ou alors si ces mouvements-là sont faits juste pour faire juste ce qu'on appelle des throwbacks. Parce que sur le Dow Jones, quand vous voyez le graphe, comme je vous ai posté, le graphe du Dow Jones, il y a une large résistance au niveau de la zone des 25 550, 25 500, d'accord? Et si on casse cette zone, bien sûr, on va poursuivre un mouvement aussi fort à venir, qui peut être stimulé par, bien sûr, dans la politique monétaire au niveau de la Fed, donc qui dit par exemple, qui revoit ses estimations, ces anticipations de taux d'intérêt, d'accord, à la baisse. Donc ça soulage le marché, puisque le marché est maintenant habitué à ce que la Fed ait une politique accommodante. Mais tel que actuellement je vois la situation macroéconomique, avec Jérôme Powell qui souhaite à tout prix, parce qu'il constate bien sûr qu'ils sont dans un retard, souhaite à tout prix augmenter le plus vite possible les taux d'intérêt à très court terme. Donc peut-être moi, ce que je me dis, le scénario qui puisse se passer, c'est que mercredi, c'est-à-dire demain, on a par exemple une légère baisse des taux d'intérêt à 1,85, 1,87 comme est-ce qu'il est prévu. Et puis le 26 septembre prochain, d'accord, on augmente encore ce taux à 2 ou à 2,25, d'accord, ce qui risque de faire un petit peu plus mal sur les indices, d'accord. On peut avoir ce genre de choses. Parce que des corrections ne sont pas nécessairement mauvaises pour l'économie. C'est normal, c'est un dégraissage. Il n'y a jamais, c'est un peu comme si vous dites un athlète qui court et qui ne s'arrête jamais, d'accord? Un athlète, quand il court, normalement, il s'arrête pour respirer un peu. Et les indices ont fait que progresser comme des fusées. Il n'y a jamais eu de retracement. Donc, c'est normal qu'à un moment, qu'ils puissent avoir, bien sûr, des petites respirations, des consolidations, même consolidations majeures, ça peut arriver. Et puis après ça, le marché puisse reprendre son chemin, d'accord? On va voir. Donc, au-delà de ça, vous avez les informations. Donc, de façon globale, sur les marchés, donc l'Europe, c'est bien sûr baissier, d'accord? Les indices européens sont baissiers, le DAX, le CAC 40, d'accord? Et puis aussi le FTSE, d'accord, le FTSE qui est plus baissier mais à cause de la politique monétaire, et puis aussi les négociations sur le Brexit, parce qu'on va voir bientôt, le jeudi, là, le Super Thursday, donc on va voir la BOE qui est attendue justement à augmenter les taux d'intérêt, et si c'est parce que la BOE n'avait pas augmenté les taux d'intérêt depuis 10 ans, donc c'était très 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 rare d'augmenter les taux avec la BOE. Et si elle le fait maintenant, ça risque d'être un peu brusque sur l'impact, ça risque d'être un peu brusque sur... elle avait fait déjà une fois en 2017, d'accord? La première fois depuis 10 ans. Donc si elle réitère cette façon de faire, ce rythme d'augmenter les taux, ça peut mettre la pression bien sûr à court terme, je dis bien à très court terme, sur l'indice britannique, d'accord? Le FTSE 100. Voilà. Au-delà de ça, vous avez les nouvelles devant vous. Pas grand-chose à dire, non, sinon. Donc, c'était une petite synthèse. Donc, sur les marchés, bien sûr, les marchés européens, on est baissier. D'accord? Il y a un biais baissier qui plane. Sur les marchés américains, on est plus ou moins dans l'attentisme. Donc, plus ou moins, on peut bien sûr progresser à la hausse comme à la baisse. Pour l'instant, j'opte plutôt pour un biais baissier parce qu'on a eu récemment une série de baisses sur la plupart des indices majeurs et cela risque de se poursuivre bien sûr sur les jours à venir, d'accord? Au niveau du Forex,
Le Forex, la paire qui est la plus recherchée, c'est le franc suisse et le dollar néo-zélandais, donc qui sont les paires qui ont le plus performé durant les dernières semaines et cette semaine, bien sûr à cause de leur stabilité monétaire au niveau de la politique monétaire centrale. Il n'y a pas trop d'agitation dans ces différentes zones. On a eu aussi des excellents chiffres non seulement sur la balance commerciale et également sur l'immobilier en Suisse, d'accord? Et puis il y a aussi l'indice qu'on appelle, il y a un indice qu'on appelle, c'est l'indice des plus gros, l'indice de la performance des plus gros hedge funds suisses, d'accord? Qui présente en fait un rapport dans lequel comment est-ce qu'il perçoit non seulement la performance des fonds qui le composent, mais aussi l'actualité économique locale en Suisse. Et cet indicateur est sorti pas mal au plus haut depuis 5 ans, 5 ou 7 ans, d'accord? Donc ça se passe bien du côté de la Suisse, d'accord? Et voilà pourquoi le franc suisse est plus ou moins recherché. Ce n'est pas plutôt pour des raisons macroéconomiques ou pour des raisons géopolitiques, c'est plutôt pour des raisons voilà, microéconomiques dont la plupart des entreprises suisses se portent bien, donc le franc suisse est recherché, d'accord? C'est un pays qui est plus ou moins stable depuis fort longtemps, donc ils ont des affiches d'une meilleure performance des activités économiques. Au niveau du dollar néo-zélandais, qui sont plutôt basés sur l'industrie agroalimentaire, notamment le lait, le kiwi et tout ça. Donc, ce sont un des leaders mondiaux de la production agroalimentaire. Cela agit aussi sur la monnaie, donc qui est recherchée. Et puis aussi, à cause de la stabilité qu'il y a au niveau de l'Australie, sur l'élaboration également de la politique monétaire. Voilà, parce qu'ils se suivent beaucoup. Au-delà de ça, le yen et le dollar sont bien sûr délaissés. Donc voilà un peu la synthèse de l'actualité que je voulais vous faire. Il n'y a pas grand-chose comme vous le voyez. La plupart de ces informations qui sont devant vous sont de façon globale, des informations que vous saviez déjà, parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois dans les émissions. C'est ça ce sont les informations majeures qui persistent toujours, qui dominent la sphère financière. Donc jusque-là, il n'y a pas eu de changement, sauf à peu près des petits tweets ici et là et des petites rencontres qui arrivent. Et puis, ce que je voulais dire avant de finir, c'est que la Chine a menacé, a appelé la banque publique de Chine, le Public Bank of China, PBOC, à travers leur chef, bien sûr, le chef économiste, a demandé publiquement que la plupart des États, les plus gros États financiers, commencent à donner dos au dollar, d'accord? Et qu'ils créent ensemble un nouveau panier de devises alternatives pour remplacer le dollar qui fait partie actuellement du système financier, d'accord? Donc ça, c'est pas un bon signe. Et la Chine a commencé également à se départir, comme vous l'avez constaté, de son panier de dettes américaines qui est estimé à presque, je crois, 50 trillions de dollars, d'accord? Ils se sont déjà débarrassés de 500 milliards, vous comprenez? Donc, c'est pratiquement de 10%, vous comprenez? Donc, ça, c'est un peu critique, d'accord? Dans une atmosphère actuellement où il y a cette crispation entre les États-Unis et la Chine, d'accord? Et la Chine qui se diversifie également parce qu'avant, son premier partenaire, c'était les États-Unis. Mais maintenant, elle commence à se diversifier vers l'Allemagne, vers la Grande-Bretagne, vers aussi les pays, disons, les pays émergents, vous comprenez? Et alors, ça met la pression actuellement au niveau politique, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau macroéconomique. Mais si jamais il doit y avoir une crise financière, je vous dis d'avance, ça va commencer encore une fois de plus par un krach obligataire. Ouais, c'est comme ça. Ça commence toujours par un krach obligataire. Parce que quand il y a des niveaux de production, quand je vous ai expliqué, donc quand on a la croissance économique en marche, l'inflation est supposée suivre la croissance économique, d'accord? Sauf que quand on a un ralentissement de la croissance, de la dite croissance économique, les chocs productifs sont, disons, à un stade, à un point mort. Donc l'économie américaine a besoin de supporter cette stabilisation, d'accord? Or, cette économie américaine qui doit injecter la liquidité, voit son bailleur de fonds le plus important, lui dit, nous ne sommes plus là pour te prêter de l'argent. Vous comprenez? C'est très symptomatique. Donc, si
la Chine commence bien sûr à se départir massivement de sa dette, de la dette américaine qu'elle a contractée, on risque d'abord d'avoir un crack obligataire, d'accord? L'inflation étant inversement corrélée avec les bons du trésor. Donc ça peut créer bien sûr une situation à très court terme de déflation aux États-Unis, vous comprenez? Et ça peut déboucher encore sur une forte crise financière. Donc tout ça, il faut suivre attentivement. Je reviendrai là-dessus si je vois que l'évolution de cette information, bien sûr, se fait encore de plus en plus ressentie. Mais je tiens à vous dire déjà que la Chine a déjà commencé à liquider 500 milliards de dettes américaines, d'accord, qui équivaut à 10% de son portefeuille de dettes évalué à 50 trillions. Ok. Alors, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Nous nous retrouverons bien sûr pour les prochaines émissions du GSTA. Donc, c'était François Abbé donc, du GSTA Canada. Ici est présentement 7h50. Merci encore. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et également de partager, de liker cette émission et aussi de laisser des commentaires dans la section review de cette Facebook. Allez, à plus. Merci.